Dans les mangas et les animés, il arrive très souvent qu'on tombe sur des personnages qui ont l'air hyper forts, alors qu'en vrai ils sont juste portés par la hype. On a par exemple Itachi, Rengoku ou encore Broly, on en a déjà parlé dans 2 vidéos. Aujourd'hui il est temps de faire l'inverse, de parler des personnages sous-estimés. Et d'ailleurs, sache que cette vidéo est sponsorisée par Instant Gaming. C'est ici que j'achète la plupart de mes jeux. Actuellement, c'est Black Friday, il y a plein de réductions, et chaque jour, elles sont plus élevées que d'habitude. Il y a également un panier entièrement remboursé toutes les heures pendant la période du Black Friday, qui est du 28 novembre au 2 décembre 2025. Il y a plein de jeux sympas en réduction, et je vous laisse le lien en description. Lui, c'est assez paradoxal. C'est à la fois un personnage giga connu, mais aussi un perso que peu de monde connaît vraiment. Genre, si je vous demande de me dire à quel point Kenshiro est puissant, vous allez me dire, c'est un humain plus fort que la moyenne qui maîtrise super bien les arts martiaux. Genre Bang dans One Punch Man, ou Yujiro dans Baki. Eh bien, je vais peut-être vous surprendre, mais le maître du Hokuto Shinken, il faudrait plutôt le comparer à des personnages qui peuvent détruire des trucs bien plus gros. Genre Naruto, Saitama, voire même Goku. Ouais, ça semble hallucinant, mais la personne qui maîtrise le Hokuto Shinken peut détruire la Terre. Même si en vrai, ça, c'est assez courant dans l'univers de Hokuto no Ken. Genre Rao qui est moins fort que Ken, en donnant des coups dans le vide, il peut réduire à néant un humain au point qu'il n'en reste même pas une cellule. Et il peut éclater un immeuble à des centaines de mètres, façon Saitama contre Genos. Côté force, Kenshiro peut soulever et jeter des géants de probablement plusieurs centaines de kilos d'un seul bras, il soulève des gros rochers très facilement et traverse le béton comme si c'était du papier. Mais ce n'est pas tout. Kenshiro est assez rapide pour créer des images révélantes de lui-même, et se faire éclater un gros pilier en pierre sur le crâne ne le fait même pas trembler. Et même si par miracle vous arrivez à le blesser, il peut refermer ses plaies en contractant ses muscles très forts. Le flex ultime. La scène qui illustre le mieux la force et la résistance de Ken, c'est le moment où une vie s'écrase sur lui pendant qu'il est recouvert de pierre. Et il éclate les bâtiments avec un petit coup de poing. D'ailleurs, ils ont beau s'écraser sur lui, bah ça fait pas vaciller. Et il continue de marcher au travers comme si c'était du vent. Ouais, Yujiro qui éclate une vitre avec son visage, à côté c'est rien. Mais ce qui le rend vraiment cheat, c'est la maîtrise du Hokuto Shinken. Un art martial basé sur les points de pression qui peuvent tuer instantanément la cible touchée. Et au cas où, ça peut même servir pour souligner des trucs improbables comme la surdité ou la cécité. Donc avec ça, t'es basiquement Jésus. Et ne pensez pas que rester à distance est une bonne idée, car il peut l'activer de loin avec une sorte de projection d'énergie invisible, et ça peut même affecter des persos dont il est dit que leur peau est aussi résistante que l'acier. Alors vous vous dites peut-être qu'un personnage pouvant le copier, genre Kakashi avec son Sharingan pourrait le vaincre, mais ça serait une très mauvaise idée de faire ça contre lui. Car le Hokuto Shinken, c'est en quelque sorte un art martial maudit. Il ne peut n'y avoir qu'une seule personne dans le monde qui le maîtrise. Si quelqu'un d'autre essaie de le maîtriser, cette personne périra instantanément. Ah ouais, c'est pire qu'un strike sur YouTube. En bref, Kenshiro c'est un personnage vraiment ultra pété, mais cette facette est trop peu connue, car Fist of the North Star, ou Ken le suivant en français, ce n'est pas le manga qui est le meilleur des traitements, malgré que ça soit un pilier de la Japanimation. Et je pense vraiment que cette œuvre mérite mieux qu'un animé en CGI du Shaitan, qui a déjà une place réservée dans ma 3ème vidéo des pires adaptations animées. Sans parler de la VF des enfers de l'époque du Club Dorothée, qui est juste à mourir de rire. Je vais tuer celui que tu aimes, et je resterai fidèle à Montélimar. Quand on parle d'antagonistes puissants dans Jujutsu Kaisen, on pense directement à Sukuna, Toji ou Mahito. Mais on ne pense pas forcément à Jogo, le fléau de classe S, représentant la peur des éruptions volcaniques. C'est vrai qu'avec son design de cyclope d'1m50 avec le mont Fuji sur la tête, il n'est pas très impressionnant et il n'inspire absolument pas la crainte. Tu ajoutes à ça qu'il a eu concrètement 3 combats où il n'a jamais semblé briller, et tu comprends pourquoi on a souvent tendance à penser qu'il est nul. Pourtant, Jogo c'est vraiment un high tier en termes de puissance dans les arcs où il est apparu. Ok. C'est vrai qu'il s'est fait ridiculiser au cours de ses affrontements, mais en même temps, ces 2 premiers c'était contre Gojo Satoru, l'exorciste le plus puissant des temps modernes, ainsi que Ryume Sukuna, l'exorciste le plus puissant de tous les temps, qui voulait juste l'humilier. En plus, il a achevé avec une technique de feu, qui est théoriquement l'élément de prédilection de Jogo. Quelle pire humiliation que de se faire défoncer sur son propre domaine d'expertise. Mais c'est pas pour ça qu'il est faible. Se faire défoncer par les 2 personnages les plus forts de ton verse, ça fait pas forcément de toi un mec nul. Non. Loin de là. Faut pas oublier que c'est un fléau qui maîtrise l'extension du territoire, et ça le place au-dessus d'une bonne partie du casting de Jujutsu Kaisen. Et franchement, on oublie trop vite qu'au début de l'arc Shibuya, il a bien tenu dans l'affrontement contre Gojo en équipe avec les autres fléaux de classe S, pour finir par sceller Gojo. Genre, c'est quand même grâce à lui que l'exorciste le plus puissant de son époque était out, laissant le champ libre pour le massacre qui a eu après. Et après que Toji ait vaincu son compagnon Dagon, il se quand même solo 3 exorcistes de classe 1, et ça, c'est pas rien. Genre, face à lui, Nanami s'est devenu merguez alors qu'il s'est bien débrouillé contre Mahito. Maki s'en est mieux tiré, mais elle est restée défigurée à vie. Et Naobito s'est fait piéger
et a juste canné bêtement. Et même durant son affrontement contre Sukuna où il s'est fait humilier, il a quand même balancé plein d'attaques giga impressionnantes, ou si c'était quelqu'un d'autre que le roi des fléaux qui est en face de lui, il aurait fini en chipot bien cuit de façon Anakin. Genre ensevelir plusieurs immeubles de lave, soulever des immeubles avec des mains géantes de lave pour taper Sukuna avec, ou encore faire tomber une putain de météorite à la Madara Uchiwa. À part Sukuna, y'a qui dans l'arc Shibuya qui aurait pu survivre à cette attaque? Perso, je dirais Gojo, Kenjaku, Yuki Tsukimo et Mahoraga, mais tous les autres se feraient juste détruire par la puissance brute de Jogo. Après, dans les arcs suivants, il y a quelques persos qui sont bien au-delà de Jogo en termes de puissance, mais je le répète, c'est pas pour ça qu'il faut le sous-estimer. C'est un véritable fléau qui, malgré ses défaites humiliantes, porte très bien son nom et a tout de même réussi à gagner le respect de Sukuna. Alors ok, c'est devenu un mème en mode « Hey, t'es fort hein ?» Mais c'est pas rien pour un gars dont on n'a même pas vu la vraie puissance de son extension de territoire. C'est vrai que Lubu, le premier combattant de Valkyrie Apocalypse, n'a pas fait la plus belle impression lors de son combat. Dès lors que son adversaire Thor a retiré ses gants qui le nerfent, le général des cieux s'est fait laminer par le dieu du tonnerre. Du coup, beaucoup pensent qu'il est nul. Et moi-même, dans ma vidéo sur les combattants les plus puissants de Valkyrie Apocalypse, je l'avais pas intégré. Alors il est temps de remettre un peu de respect sur son nom. Déjà le gars, c'est loin d'être une fraude. Bruni le qualifie comme l'homme le plus fort qu'elle a ramené d'un champ de bataille. Titre qui est très loin d'être volé, et ça on se rend déjà pas mal compte dans son flashback. On y découvre que, alors qu'il n'était qu'un enfant, il a tabassé un ours et a maîtrisé une technique impliquant de taper si fort avec sa hallebarde qu'elle fait en ciel nuageux. Ouais, la dernière fois que j'ai vu ça, c'était dans One Punch Man, et on apprend d'ailleurs que, comme notre chauve à la cape, il était devenu si fort qu'il était déprimé et qu'il s'est lassé. Mais là on se rend encore plus compte de la puissance de Lubu, c'est clairement dans le spin-off qui lui est dédié. Toujours à l'époque où c'était qu'un gosse, il pouvait porter ce qui semblait être des centaines de kilos de bois, et il a pu défoncer de très nombreux soldats armés entraînés. Mais dites-vous que niveau force, c'est pas le plus absurde. Genre il a un cheval qui chevauche normal, pour la forme et pour se battre en se déplaçant, mais si c'est juste pour voyager, c'est trop lent pour lui. Autant que Lubu il porte le cheval, ça ira plus vite. Oui, vous avez bien vu, c'est un grand malade. Plus tard, il a rejoint certaines armées, et vraiment, il a carré tout celles qu'il avait pour général. Il a même pu buter facilement plein de généraux extrêmement forts, dont pas mal à main nue. Il est tellement puissant que pour lui, un adversaire qui le fait reculer de quelques centimètres, c'est une défaite. Il était vraiment ultra puissant, à tel point qu'il a fini par s'emmerder en Chine, et il est passé faire un petit tour en Rome antique, où il a participé à un tournoi et affronté plein de redoutables combattants. Et les Romains ne voulaient vraiment pas le voir gagner, ils l'ont donc contraint à se battre sans armes. Ce qui l'a pas empêché de one-shot certains de ses adversaires, tellement facilement qu'il s'est fait chier. Tu m'étonnes qu'en étant tellement au-dessus de l'humanité de la sorte, il a dû attendre la mort afin de monter aux cieux pour combattre un adversaire digne de ce nom. Après, le fait que Thor lui lavait le cul comme ça au premier combat, c'est pas gratuit. Ça raconte un truc qui fait passer un message. C'est qu'envoyer un combattant humain, aussi puissant soit-il, c'est insuffisant contre les dieux, qui sont de toute façon supérieurs aux humains sur ce point. Et c'est pour ça que les autres combattants ont combattu les dieux, en misant sur deux aspects que leur puissance brute. Et honnêtement, c'est pas plus mal, et ça donne des affrontements toujours plus prenants et intéressants. Mais ne vous inquiétez pas, concernant les autres combattants de Valkyrie Apocalypse, on aura bientôt l'occasion d'en reparler. Si je vous demande de me citer des méchants des films Dragon Ball, je pense sérieusement que Slug n'est pas dans vos top 3. Et pour cause, il est dans la période des films pré-Super Saiyan, apparu avant des monstres de puissance et de charisme, comme Cooler, Broly, ou encore Janemba. Et si je vous demande comme ça de m'estimer la puissance de Slug, vous me répondrez peut-être qu'il est plus fort que la plupart des sbires de Freezer, mais moins fort que Freezer lui-même. Sachant que le film où il apparaît se passe après le film de Thalès, il est logique qu'il soit plus puissant. Et pourtant, Slug est en vrai bien plus puissant que ça. Bon, déjà, Slug est un Namek, et en tant que tel, il a tout le package de capacités liées à ses traces. Comme le fait de n'avoir besoin que d'eau pour se nourrir, la capacité de se régénérer et d'étendre ses membres. Ce qui est déjà plutôt pas mal. Pourtant, si on a une image de Slug faible, c'est parce que dans le film, les gens pensent qu'il se fait démonter par Goku en fake Super Saiyan. La forme de Wish que la Toei a créée à partir de ce qu'elle savait du Super Saiyan légendaire évoquée quelques fois dans l'œuvre. D'ailleurs, je trouve ça assez drôle que la forme Super Saiyan ne soit dévoilée dans le manga juste 10 jours après la sortie japonaise du film. Alors bon, déjà, même si Goku a dominé Slug sous cette forme, il n'a pas vaincu. Et Goku est repassé en forme normale pour la suite du combat. Quant à Slug, il fait comme Piccolo au 23e Tenkaichi Budokai et devient géant. Sauf que contrairement à Piccolo, lui ça augmente aussi sa puissance. Mais il y a deux éléments qui démontrent que Slug était vraiment ultra puissant pour son époque. Déjà, Kaio dit en télépathie à Goku que Slug, en tant que Super Namek, il est plus fort que Freezer et plus fort qu'un Super Saiyan. Alors, on passera sur le fait que même si le film n'est pas canon, cette info n'a chronologiquement aucun sens et amène plein d'incohérences. Mais ça en dit déjà pas mal. La seconde, c'est que le boost que Goku a à la toute fin lorsque Piccolo fait une sorte de fusion Namek avec Goku, à ce moment-là,
Goku a sa puissance multipliée par 100. Et vraiment, c'est giga abusé. C'est 2 fois plus que le boost du Super Saiyan, et c'est autant que le Super Saiyan 2 qui sera pourtant créé des années plus tard. Et même avec une attaque de Goku avec cette puissance, Slug survit. Il faudra que notre héros utilise le Genki Dama avec le soleil pour venir à bout. Donc voilà, avec tout ça, si vous me demandez maintenant d'estimer la puissance de Slug, je dirais qu'il est autant, voire plus fort que les premiers cyborgs C19 et C20. Après, on le revoit plus tard dans le film avec Echiak, qui fait revenir d'anciens ennemis Goku, où il se tape contre des personnages qui ont un niveau de Super Saiyan Full Power. Il lutte un peu, mais le message du film veut clairement nous faire comprendre qu'il est dépassé. Et c'est normal, c'est dit que les antagonistes des films sont de plus en plus puissants à chaque film, exception faite de Janemba. Cependant, si Slug était intervenu à une période similaire où se déroulait le film dans la timeline principale, il aurait fait un carnage. Alors là, vous allez peut-être dire que je suis fou, parce que Kakashi est loin d'être sous-estimé dans Naruto, et vous avez raison. Mais là, je vais me concentrer sur Kakashi après la guerre, qui a perdu son Sharingan, qu'on voit énormément dans Boruto. Beaucoup pensent que Kakashi sans son Sharingan n'arrive pas à la cheville de celui qu'il était, alors que c'est totalement faux. Alors, c'est vrai qu'avec, il a pu perfectionner sa technique du Raikiri, copier plus de 1000 techniques, même si on en voit 10 à tout péter dans Naruto, et lorsqu'il avait le Mangekyou Sharingan, il possédait un puissant jutsu spatio-temporel, et à son prime, lorsqu'il avait les 2 yeux d'Obito, il avait un surpuissant Susanoo parfait capable d'envoyer des shurikens possédant son jutsu. Même celui-là, c'était un boost temporaire, puisqu'il avait les Sharingan et le chakra d'Obito. Cependant, à la fin de la guerre, il a perdu les Sharingan, et le maître de Naruto a lui-même dit, c'est la fin de Kakashi le ninja copieur. Mais c'était clairement pas la fin de son prime, bien au contraire vu qu'il s'est adapté à sa nouvelle condition. Déjà, un des inconvénients du Sharingan qu'on oublie un peu trop souvent, c'est que ça avait pour conséquence que Kakashi avait une réserve de chakra limitée. Comme il n'a pas le corps d'un Uchiwa, son œil lui drainait donc énormément de chakra, et il ne pouvait même pas désactiver. Du coup, depuis qu'il n'a plus, il a des réserves de chakra bien plus grandes. En plus, il conserve la maîtrise de plein de techniques. Genre sa création, le Mizukiri, comme il peut plus utiliser le Raikiri correctement sur son Sharingan. Il a créé une technique de foudre violette très précise pouvant être utilisée sans. Il a aussi une technique de feu très puissante capable de faire s'évaporer de l'eau. Ou encore maîtriser du Doton qui peut tenir toute une journée. Donc non, Kakashi n'est pas devenu plus faible sur son Sharingan. Certes, il n'a pas le level du Perfect Susanoo, mais ça reste un redoutable ninja qui n'a pas usurpé son titre de 6ème Hokage. On a tendance à sous-estimer parce qu'on idéalise énormément Kakashi avec le Sharingan, puisqu'on l'a énormément vu à l'œuvre dans Naruto, et que dans Boruto, on ne voit pas énormément Kakashi en action. Non, là où il fait des dingueries, c'est dans les romans sur Kakashi que peu de monde a lu, mais aussi dans quelques fillers de Boruto que peu de gens ont eu envie de voir, et en vrai, je les comprends. Mais si vous voulez vraiment connaître toute l'étendue des pouvoirs du Kakashi sans Sharingan, je vous conseille de regarder cette vidéo. Je sais que j'en ai étonné beaucoup, mais on termine sur le personnage qui est clairement le plus puissant de cette vidéo. Et même l'un des plus puissants dont j'ai jamais parlé sur cette chaîne. Oui, Usagi tabasse largement Goku, matin, midi et soir. Bon, déjà, pourquoi est-ce qu'on la sous-estime? Parce que les Magica Girls, quand on connaît pas trop le délire, on a tendance à penser que c'est des jeunes filles avec des pouvoirs magiques pour se transformer en mode, elles sont kawaii, et c'est tout. Et même si c'est vrai pour certains animés Magica Girl, à la Doremi Magic pour les anciens, dans le cas de Sailor Moon, on est plus proche d'une meuf qui chope des pouvoirs divins pour aller tabasser des entités cosmiques. Je déconne pas, dans sa forme de base, un de ses premiers ennemis, c'est Death Phantom, une entité capable d'effacer de l'existence des vies entières. Et dites-vous que l'intérieur de son corps a une gravité si intense que ça déchire l'espace-temps. Et bien, ce truc, Sailor Moon se balade dans son corps tranquille, et résiste même à une attaque qui déchire le continuum espace-temps. Ah, et comme ça ne suffisait pas, elle peut se téléporter. Et ça, c'est sans compter ses très nombreux gadgets et équipements qui ont plein d'utilités différentes. Je pense surtout à son Seb qui peut ramener des gens à la vie, ou au contraire réduire ses ennemis en cendres ou en poussière. Ouais, un peu comme dans Frieren. Mais ça, c'est juste pour sa forme de base. Car à la manière d'un Saiyan, elle a plusieurs transformations pour gagner en puissance. Dans sa forme Super Sailor Moon, elle peut dégager des gens d'une dimension, détruire des dimensions, réduire quelqu'un à l'état de particule, ou enfermer ses ennemis dans une dimension. Et pour finir, t'as sa forme ultime, Eternal Sailor Moon. Sous cette forme, elle est assez rapide pour traverser des distances galactiques en quelques secondes, et son attaque ultime, Starlight Honeymoon Therapy Kiss, est tellement puissante qu'elle peut détruire tout un univers. Et elle peut le faire au KLM depuis une autre dimension. Donc ouais, elle a une puissance cosmiquement stupide, mais ça, on s'en rend pas super compte. Car par exemple, dans Dragon Ball, pour exposer la puissance d'un personnage, on va lui faire un truc badass, genre éclater une planète. Dans Sailor Moon, vous l'avez sûrement remarqué, mais les exploits de puissance sont surtout écrits plutôt que montrés, ce qui est nettement moins impressionnant qu'on puisse le penser. Et aussi, évidemment, Sailor Moon c'est pas méga populaire en France. Donc si les gens connaissent moins, bah en fait ils ne connaissent pas la vraie puissance du personnage. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et selon vous, quel personnage sous-estimé pourrait passer pour un épisode 2? Allez, abonnez-vous, je vous dis à la prochaine, ciao!